Mais bonjour à tous, merci de votre présence. Alors c'est le dernier des webinars de la série Devenez franchiseur. Depuis lundi, on anime cette série, moi-même, Jean-Baptiste Gouache, avocat, avec des partenaires, conseils en organisation et cabinets de développement comme Progressium, experts comptables comme KPMG, courtiers en financement comme PrêtPro, géomarketeurs comme Territoire et la franchise, ou médias spécialisés dans le domaine de la franchise comme toutelafranchise.com. La thématique qu'on vous propose là est une thématique qui est presque en marge en fait de la thématique de devenir franchiseur. On peut évidemment devenir franchiseur de manière directe à l'international, mais le développement international des réseaux, en réalité, c'est plutôt une problématique que connaissent des réseaux une fois créés, une fois qu'ils ont conclu leur premier contrat de franchise sur leur marché d'origine, sur leur marché national. Donc, pour cette présentation, à mes côtés, alors je reviens pas sur la présentation du cabinet, puisque la plupart des auditeurs me connaissent, ont déjà eu l'occasion de l'avoir. Je rappelle simplement, pour ceux qui n'auraient pas été là, de manière très rapide, que j'anime une équipe d'une dizaine d'avocats dédiés au conseil des enseignes. Alors là, tu peux peut-être faire défiler, Rodolphe, les premiers slides. Donc qui est très investi en matière de franchise. Je te laisse te présenter, Rodolphe, de ton côté. Eh bien, Rodolphe Hamon, donc moi j'appartiens au cabinet Progressium qui accompagne un certain nombre d'enseignes dans leur développement, alors tant au niveau national qu'au niveau international, puisque on accompagne des enseignes françaises à l'international, mais également, si l'inverse, des enseignes internationales en France. Ce que je vous propose, c'est de commencer la présentation avec ce qu'on a appelé les 4 piliers de l'internationalisation. Alors, ce que vous dit pas Rodolphe, hein, mais moi je vais vous le dire quand même, c'est qu'il a été franchiseur. Moi j'ai connu Rodolphe, il n'était pas à l'époque conseil chez Progressium, il était client du cabinet et je l'ai aidé à créer un réseau. Et Rodolphe est passé par les phases que vous proposez aujourd'hui de franchir. Donc il a su ce que c'était que la création et le développement d'un réseau de franchise. Il sait de quoi il parle. En effet, c'était il y a quelques temps maintenant, Il y a une mais dizaine d'années, oui. c'est ça, c'était 2007. En l'occurrence, avec le lancement, la première fois qu'on s'était rencontrés, d'ailleurs au travers de Jean-Paul, fondateur de Progressium à l'époque. Comme quoi, la boucle est bouclée. Donc du coup, sur internalisation, je vous propose de parler déjà du concept, parce que c'est ça qui va être votre force et qui va être représentatif sur international, qui va être important. Le marché, le modèle et bien entendu la partie développement pour conclure sur cette partie-là. Donc pour démarrer l'adaptation du concept, il va déjà falloir adapter votre concept qui est vraiment votre force, votre essence, au contexte à l'international et suivant le pays dans lequel vous avez souhaité vous implanter. Donc on parle de contexte à la fois socio-culturel, d'habitude, de rythme de consommation, parce qu'il est bien évident qu'on va pas consommer, on consomme de manière différente dans les différents pays. Voilà. Il faut adapter également au niveau du cadre juridique, donc que ce soit aussi bien au niveau du droit du travail, au niveau des horaires, au niveau de la législation locale. Jean-Baptiste, je crois que tu peux rajouter peut-être un petit mot sur cette partie cadre juridique. En fait, la franchise, vous le savez, hein, c'est la mise à disposition d'une marque, d'un savoir-faire. Le savoir-faire doit en particulier être licite et son exploitation doit être compatible avec l'ensemble des règles de droit en vigueur. Donc évidemment, votre savoir-faire a été testé dans un pays déterminé, mais il se peut que les règles qui régissent son exploitation soient différentes dans le pays d'export. Donc il faudra en effet vérifier la compatibilité entre les règles qui s'appliquent à votre activité en France et celles qui s'appliqueraient à elle à l'étranger. Voilà, et également le type d'implantation, parce que le type d'implantation souhaité par rapport au concept peut être aussi également différent à l'international de ce qu'on peut connaître dans notre pays d'origine, en l'occurrence en France, donc avec des implantations aussi bien soit sans locaux ou avec locaux, et des locaux qui peuvent être à la fois en centre-ville ou en centre commercial, voire les deux. Le deuxième pilier va être le marché, parce que le marché français
à ses spécificités. Et il faut déjà valider que le produit est compatible avec le marché à l'international. Donc, la première des choses, c'est en effet de réaliser une étude de concurrence sur le produit ou le service que vous proposez, de manière à voir si le marché que vous pensez attaquer n'est déjà pas saturé et où ça serait compliqué. Mais il va falloir également regarder le marché de la franchise et des concurrents locaux directs sur votre concept. Parce que on peut avoir une compatibilité sur le produit ou service avec peu ou beaucoup d'acteurs. Et forcément, derrière également, l'étude d'implantation, c'est le fameux time du market, to market, pardon. C'est à savoir, est-ce que le marché que l'on souhaite adresser est prêt à accueillir ce nouveau service ou cette nouvelle tendance ou cette nouvelle mode que l'on souhaite implanter, parce que en France, on est aussi assez souvent précurseur sur un certain nombre de points. Une fois qu'on avait dit ces deux premiers points, il y a le modèle. Aujourd'hui, vous avez développé, vous, franchiseurs français ou international, déjà des modèles économiques. Mais les notions de coût ou de profit peuvent différer en fonction des pays que vous souhaitez adresser, que ce soit en termes de salaire, que ce soit en termes d'immobilier, que ce soit en termes de travaux. Forcément, toutes ces notions-là sont importantes. Mais vos futurs franchisés à l'international vont devoir aussi en tenir compte. Et donc, du coup, il va falloir adapter et peut-être resserrer un petit peu les modèles. En redéfinissant ces choses-là, on va redéfinir donc du coup le système de franchise, parce que la master franchise, c'est génial, c'est fantastique, c'est super, mais par contre, ça ne doit en aucun cas être un empilement de redevances. Donc, il faut vraiment trouver le juste équilibre de manière à ce que le master, bien entendu, vive bien, que vous viviez bien et que les franchisés derrière vivent aussi très très bien. C'est un sujet important, ça, en fait. Si je peux prendre une image, Bien sûr. la franchise, c'est ce que je dis parfois pour illustrer le propos en matière internationale, c'est l'art de manger à deux dans la même assiette, en fait, hein, parce que le franchiseur ne tire ses revenus que de l'activité du franchisé. La master franchise, c'est encore pire. C'est l'art de manger à trois dans la même assiette. Parce que le master franchiseur, il va vouloir prendre au master franchisé des revenus que celui-ci ne tire que du franchisé. Pour autant, le master franchisé, il va devoir avoir une structuration de tête de réseau à l'identique de ce qu'est un franchiseur direct. Donc finalement, le master franchiseur va amputer les moyens du franchiseur local. Donc on a une vraie équation économique et là-dessus, il faut un peu d'inventivité pour assurer la pérennité financière du modèle. Oui, pérennité qui permettra d'avoir toujours, comme toujours, et comme ça doit l'être en franchise, un deal qui soit gagnant-gagnant et qui contentera tout le monde. De cette définition du système de franchise va naître simplement aussi la détermination du choix de déploiement. Et là, je vais te repasser la main, mais à savoir en effet, est-ce que je pars sur un système de master national, c'est-à-dire que je vais confier ma marque à une seule personne, ou à l'inverse, un système de master régional, on va pouvoir diviser ou pas en fonction des territoires donnés, ou est-ce que j'attaque le marché directement en franchise directe sur la base de mon savoir-faire tel que j'ai pu le faire sur le marché national. Jean-Baptiste, est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu là-dessus, s'il te plaît? Alors, quand on approche un marché, on a en effet une pluralité de choix qui s'offrent à l'enseigne à l'export. Tout d'abord, l'enseigne peut décider de le faire elle-même, hein, en succursale. Elle peut également décider de s'associer avec un opérateur local. On appelle ça en termes anglo-saxons une joint venture. Donc c'est ni plus ni moins qu'une association au sein du capital d'une société qui est souvent de droit local. Cette joint venture va ensuite pouvoir être franchisée. Alors, si elle l'est, elle va généralement l'être sous forme de master. Alors, parmi les choix de contrat que tu indiques, qu'est-ce qu'on a? Une master nationale ou régionale. Alors, la master, en fait, c'est on concède à quelqu'un le droit d'exploiter la franchise pour lui-même, mais également de sous-concéder le droit d'exploiter la franchise. Donc, il y a des gens qui vont être des sous-franchisés, en quelque sorte. Donc, on organise une chaîne de droit. Donc, on lui permet d'être master. Alors, on peut le faire à l'échelle nationale ou à une échelle plus restreinte de la région. Donc là, le choix va dépendre de la taille du pays et de la capacité de l'opérateur qu'on a en face de nous sur le plan financier, humain, managérial, d'expérience, à opérer le déploiement de l'enseigne, donc à exécuter un plan de développement. C'est généralement cela qui va déterminer le choix entre la master nationale et la master régionale.
En franchise directe, vous allez être le franchiseur direct, donc il va falloir que vous pourvoyiez localement à l'adaptation du concept, que vous pourvoyiez localement à l'animation du réseau, bref, que vous acquériez assez rapidement une bonne connaissance du marché local pour le faire vous-même. C'est souvent pour ça qu'on recourt à un master, pour s'éviter cette phase d'adaptation, parce qu'on a quelqu'un qui localement va mieux connaître le marché, les us et coutumes de consommation, les contraintes économiques, le contexte d'affaires de manière générale, le contexte légal et réglementaire également. Oui, donc en effet, ça simplifie les choses parce que on va en parler maintenant simplement avec la phase en effet de développement, pas à la suite du modèle. Ce qui compte, c'est les moyens humains. C'est-à-dire qu'il va falloir, si on veut partir en franchise directe, pouvoir avoir un acteur local, donc un recrutement et une implantation en propre qui va pouvoir gérer, animer, développer, parce que la phase de développement, c'est pas uniquement la signature du contrat de franchise, il faut animer les franchisés derrière. Et c'est vrai que le franchisé ou le master en tout cas va pouvoir y pallier. Donc, en effet, la première des choses par rapport au développement, ça va être la définition et la mise en œuvre d'un réel plan de déploiement. La principale difficulté qu'on a sur l'international, c'est de ne pas se disperser. Parce que autant lorsqu'on se développe en France sur notre marché national, au final, avoir un franchisé à Brest, à Strasbourg, à Lille ou à Marseille, c'est quelques heures de TGV en plus ou en moins, mais on arrive à le faire et on arrive à le faire assez facilement, même derrière dans l'animation. En termes de développement international, si vous en signez au Canada, un au Japon, un en Australie, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc l'idéal, c'est vraiment de pouvoir définir des zones géographiques restreintes, en tout cas au départ, de manière à vraiment se focaliser sur ces notions-là et cibler bien les choses. Il va falloir, et comme le disait très justement Jean-Baptiste également, bien choisir les profils en fonction à la fois des compétences économiques, parce que bien entendu, pour prendre un développement national, il faut avoir des compétences, les reins assez solides et avoir les moyens financiers assez importants. Par contre, il faut aussi des moyens humains et il faut que la personne que l'on va intégrer ou recruter pour un profil de master ait aussi cette ambition-là et ce profil-là, qui ne soit pas simplement un pur investisseur, parce qu'il faut vraiment s'adapter. Et comme on le disait juste avant et comme le démontre un petit peu toute cette phase-là, le développement international, ça ne s'improvise pas. Et je vais repasser la main à Jean-Baptiste pour qu'il parle sur la partie légale. Mais même sur la partie économique, il faut vraiment tenir en compte de tous ces paramètres-là, que ce soit les moyens humains, les moyens économiques, les aspects stratégiques aussi, parce que si c'est bien préparé, forcément, on ira au bout et il y aura un véritable succès. L'art du succès, c'est vraiment l'art de la préparation et ça, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très important. Jean-Baptiste, je te laisse la main sur les conditions préalables, justement, pour pouvoir se lancer. Alors pour se lancer à l'international, il faut en amont en fait, de l'approche du marché obtenir la protection de sa marque dans le pays où on veut l'exporter. Pourquoi? Parce que la protection des marques, elle est territoriale. Elle est liée à la souveraineté des États. Donc si vous déposez une marque auprès de l'INPI en France, ça va être une marque française. Dans certains ensembles plurinationaux, on a des organisations internationales qui ont organisé des systèmes de protection globale de marques. C'est le cas au sein de l'Union européenne. Vous pouvez faire un dépôt qui est un dépôt unitaire. Donc, il faut que l'ensemble des offices des États membres acceptent votre dépôt et vous avez un titre unitaire. On trouve quelques zones comme ça dans le monde qui le permettent. Pour autant, le principe, ça reste que la protection de la marque est attachée à l'État dans lequel elle est enregistrée. Donc vous allez devoir procéder à des dépôts directs ou à des extensions de votre dépôt national pour des pays qui ont signé des conventions qu'on appelle la Convention et l'arrangement de Madrid et qui sont membres de l'Organisation internationale pour la propriété industrielle. Donc ça se fait en amont parce que les processus peuvent être longs. Pour obtenir une marque enregistrée en Chine, par exemple, on a des délais qui excèdent souvent l'année. Aux États-Unis, le processus est également relativement long. Donc cela s'anticipe. En revanche, ne le faites pas trop tôt, parce que si vous le faites trop tôt, vous allez devoir exploiter la marque dans le pays, à défaut de quoi vous encourez une déchéance. La protection acquise, elle est normalement pour 10 ans, mais à condition d'exploiter de manière sérieuse la marque. Donc il faut le faire dans un timing approprié, tenant compte du coût et du temps nécessaire pour effectuer les dépôts, mais aussi de vos perspectives de développement dans le pays. Ensuite, il faut vérifier la licéité du concept. On l'a dit tout à l'heure, donc je ne reviens pas dessus, mais un concept licite en France peut être illicite à l'étranger. Donc il faut s'assurer que le concept sera conforme
aux règles locales en vigueur qui régissent l'activité. Ensuite, quand votre concept met en œuvre des produits, il faut que vous vous assuriez de la possibilité d'importer les produits nécessaires qui relèvent du concept et de leur conformité aux normes produits du pays, de même pour les emballages. Et cela vaut partout où vous n'avez pas des normes uniformisées. Au sein de l'Union, il y a des normes uniformisées, c'est pas le sujet. En revanche, dès que vous quittez les frontières de l'Union européenne pour aller offshore, au-delà des mers, eh bien, il faudra à ce moment-là checker ce point. Alors, une fois qu'on a réglé ces préalables, on va s'intéresser au contrat de franchise lui-même. On est dans un contexte international, on l'a dit, en matière de marque, et ça implique qu'en fait, chaque État fait jouer sa souveraineté. Donc, chaque État a un système de droit. En France, c'est le droit français qui s'applique. Au Royaume-Uni, c'est le droit du Royaume-Uni qui s'applique. En Algérie, c'est le droit algérien qui s'applique, etc. Ça veut dire que quand le contrat est international, qui va mettre en œuvre une partie française et une partie étrangère, eh bien, on risque d'avoir un conflit de loi, c'est-à-dire de se poser la question de savoir quelle est la loi qui va s'appliquer au contrat. Donc, chaque législation nationale prévoit des règles de conflit de loi. Mais en matière de relations contractuelles à l'international, la pratique est de choisir le droit applicable au contrat pour éviter l'application des règles de conflit de loi qui créent une très grande incertitude juridique sur le traitement du fond du litige qui serait soumis à un juge. Alors, cette loi, ça s'appelle la loi d'autonomie en droit international. C'est la loi que les parties choisissent d'appliquer au contrat. Donc, il faut vraiment la déterminer. Ensuite, il faudra déterminer une juridiction compétente. Cette juridiction compétente, elle doit être en mesure d'appliquer le droit applicable au contrat. Donc, si vous choisissez le droit français applicable à votre contrat, vous avez tout intérêt à choisir une juridiction française. Ou à défaut, des arbitres, si vous choisissez l'arbitrage, qui est habituel en matière internationale, avec comme exigence qu'ils soient des praticiens du droit français. Sur la langue du contrat, dès lors que vous choisissez le droit français, l'ordonnance, la très vieille ordonnance de Villers-Cotterêts, hein, ça remonte au Moyen-Âge, ça, exige l'usage de la langue française devant les juridictions françaises. Donc, vous devrez avoir un contrat dont la langue sera le français. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas avoir une traduction anglaise, par exemple, ou en toute autre langue, qui sera comprise par votre partenaire franchisé ou master franchisé, mais cette traduction ne sera que pour information. Elle ne fera donc pas foi dans l'interprétation judiciaire qui en serait donnée en cas de litige. Ensuite, pensez que lorsque vous aurez obtenu une décision d'un tribunal suivant le droit choisi par les parties, cette décision ne sera pas de droit exécutable dans le pays où vous souhaitez la faire exécuter. Je reprends mon exemple. Eh bien, si vous avez un partenaire, par exemple, franchisé ou master franchisé marocain, contrat soumis au droit français, compétence du tribunal de commerce de Paris, vous obtenez une décision favorable contre lui. Vous souhaitez la faire exécuter, obtenir le paiement de vos redevances impayées, par exemple, dommages et intérêts. Il faudra que le royaume chérifien accepte de reconnaître la validité de votre décision de justice française par apposition de ce que l'on appelle l'exéquatur, pour que vous puissiez recourir aux voies d'exécution en vigueur dans ce pays. Vous voyez, ça ajoute à la complexité, mais il faut s'assurer que les États en cause ont bien contracté avec la France des conventions internationales qui permettent d'assurer la force effective des décisions qui seront rendues par les juridictions désignées au contrat. Ce choix-là, il n'est pas universel. Évidemment, pour une meilleure gestion contractuelle, on peut recommander aux enseignes de soumettre de manière générale le contrat au même droit. Mais sachez que dans le monde, il existe deux très grands systèmes de droit. Le droit romain d'un côté. Le droit romain, c'est le droit qui est issu de l'Empire romain germanique, de l'Empire romain, puis de l'Empire romain germanique. Et donc, ce système de droit est en vigueur en Europe continentale et dans la plupart des pays qui ont été colonisés par des États d'Europe continentale. Donc, des pays d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne francophone pour la France, mais également les anciennes colonies portugaises, espagnoles en Amérique du Sud, les anciennes possessions de ces États dans la partie asiatique. En revanche, il existe des systèmes dits de common law qui ne sont construits pas du tout de la même manière que les systèmes de droit romain. Ça, ces systèmes-là dominent dans le monde anglo-saxon et donc dans tous les États que l'Angleterre a notamment colonisés.
On va retrouver les États du Commonwealth en particulier. Alors, dans ces États, dans ces pays de common law, il est assez difficile de s'exporter avec des pays de droit romain, surtout que ce sont souvent de grands marchés, en particulier pour le marché américain. Et donc, il est assez fréquent de voir des enseignes qui vont fonctionner avec deux jeux de documents, un jeu de documents de droit romain et un jeu de documents de common law. Alors, toujours dans le choix de la loi applicable, il y a en matière internationale une loi qu'on appelle la loi des marchands. Alors, en latin, c'est la lex mercata. Alors, cette loi des marchands, elle est parfois formalisée sous forme de règles d'usage, on appelle ça les usances. Alors, je vous donne un exemple, formalisé par les chambres de commerce internationales, qui sont des organismes associatifs regroupant les chambres de commerce. C'est l'exemple des incoterms. Donc, les incoterms sont des normes qui vont être applicables aux ventes internationales pour déterminer quels sont les droits et les obligations de l'acheteur et du vendeur. À quel moment, par exemple, il y a un transfert de risque. Qui est en charge de quoi? De charger la marchandise chez le transporteur, du transport jusqu'aux frontières extérieures de l'état d'exportation, du dédouanement à l'export, de la responsabilité du dédouanement à l'import, du transport dans l'état d'importation depuis l'entrepôt en douane, sous douane, jusqu'au lieu de livraison. Donc, ces incoterms, ce sont des lex mercata. Il est d'usage de s'y référer et de faire des choix des règles applicables dans la lex mercata. Après, il faut aussi avoir conscience qu'il existe des conventions internationales qui sont parfois obligatoires, mais qui peuvent être écartées. Alors, je vous ai pris un exemple, c'est la Convention de Vienne en matière de vente internationale de marchandises. La France est signataire de cette convention. C'est une convention assez répandue en termes d'application. C'est que beaucoup de pays du monde l'ont signée et ratifiée. Si jamais vous ne dites rien, qu'il y a une vente de marchandises entre les deux États qui a lieu, et cette convention a vocation à s'appliquer. Donc, elle prévoit des règles qui dérogent au régime habituel de la vente tel que prévu par le Code civil. Donc, si vous souhaitez pas que les règles de la Convention de Vienne s'appliquent, il faut le dire dans les conditions générales de vente. Alors, vous voyez, c'est assez complexe et j'en ai pas terminé. Il existe des lois locales, c'est-à-dire des lois qui s'appliquent dans le lieu d'exécution du contrat, donc le lieu où va être votre franchisé à l'étranger ou le lieu où votre master va développer son réseau à l'étranger. Ces lois sont dites lois de police dans l'ordre juridique international. Ces lois de police, elles vont s'appliquer au contrat alors même que vous avez choisi d'appliquer contractuellement un autre droit au contrat. Donc leur application, elle est cumulative avec la loi d'autonomie. Donc les lois de police dans l'ordre juridique international s'appliquent cumulativement à la loi d'autonomie. Et si des règles des lois de police locales dans l'ordre juridique international sont contraires à une clause du contrat, elles vont rendre inefficace cette clause du contrat, c'est-à-dire qu'elles prévaudront sur la loi d'autonomie. Il est donc nécessaire de les identifier pour pouvoir assurer l'effectivité des clauses du contrat. Je vous donne un exemple pour être concret, parce que tout ça est un peu théorique. Vous concluez qu'un master dans un pays du Golfe, vous êtes par exemple aux Émirats arabes unis. Dans les Émirats arabes unis, vous avez une législation sur les investissements étrangers qui réserve le contrôle des sociétés émiraties à des nationaux émiratis. Donc, quand vous êtes un étranger, vous ne pouvez pas contrôler une société commerciale. Dans les contrats de franchise, de manière habituelle, on prévoit un droit de préemption en cas de vente de l'entreprise franchisée ou master franchisé. Ce droit de préemption peut porter sur un fonds de commerce, mais porte aussi sur des titres de la société d'exploitation du franchisé ou du master. Vous ne pourrez pas exercer votre droit de préemption de manière effective parce que le droit des investissements étrangers vous empêchera, et vous n'êtes pas un national, votre société sera basée à ce moment-là à l'étranger, de détenir le contrôle d'une société émiratie. Voilà un exemple. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, de toute façon, votre contrat de franchise français va devoir être complètement adapté au contexte international. Alors, par exemple, Rodolphe vous l'a dit tout à l'heure, le savoir-faire, il va s'adapter. Peut-être que la sauce qui plaît aux consommateurs français ne plaira pas aux consommateurs malaisiens. Et donc, il faut prévoir des modalités d'adaptation du savoir-faire. Qui en a l'initiative?
Qui modifie le manuel opératoire, sous quel contrôle du franchiseur, après quelle vérification et donc quel accord entre les parties. Il faut définir une monnaie contractuelle. La définition de la monnaie contractuelle va déterminer celui qui supportera le risque de change. On n'est plus habitué au sein de la zone euro, depuis qu'on a une monnaie unique. En fait, dès que vous êtes, là encore, à l'export hors zone euro, vous courez un risque de change. Donc, il est important de définir la monnaie contractuelle, savoir si c'est l'euro ou non. Il va falloir définir la langue des échanges, mais aussi des supports et la charge financière de la traduction. Si vous avez un manob de 1000 pages en français, il ne va pas être très utile à votre master sud-africain. Il va donc falloir le traduire en anglais. 1000 pages de traduction, ça coûte un petit bras. Donc, qui assume la charge de ces documents et dans quelle langue vous échangez? Vous voyez, typiquement le point qu'il faut définir contractuellement. On va introduire aussi des clauses qui sont dites de gross-up. Alors, qu'est-ce que c'est que des clauses de gross-up? Ce sont des clauses de revenu net. Alors, il y a un mécanisme qui, en fait, s'applique en matière internationale quand il y a une convention fiscale entre deux États. Ce mécanisme, c'est celui de la retenue à la source. Les anglo-saxons appellent ça withholding taxes. WHT dans le langage des fiscalistes internationaux. Donc, ces taxes vont être retenues par le payeur. Donc, votre franchisé localement, il va retenir X points de la redevance, par exemple. Imaginons que votre redevance rémunère la mise à disposition de la marque. Dans la Convention fiscale internationale, vous aurez une retenue à la source, peut-être, sur les revenus de la propriété intellectuelle industrielle. Si c'est le cas et qu'on dit que la retenue à la source elle est de 20% du revenu, imaginons que vous ayez une redevance de marque de 5%, on va vous retenir 20% de 5, donc 1 point de votre revenu à la source. Normalement, la Convention fiscale internationale prévoit un mécanisme d'imputation de l'impôt payé à l'étranger via la retenue à la source sur l'impôt sur les sociétés françaises. Mais ce mécanisme peut ne pas fonctionner pour des raisons liées, par exemple, à la non-ratification d'une convention internationale ou des raisons techniques diverses. Pour vous garantir un revenu net, on va stipuler une clause de gross-up, c'est-à-dire que si vous ne pouviez imputer cette somme sur votre impôt français, alors le franchisé serait débiteur d'un complément de rémunération pour vous garantir le revenu net. Or, votre contrat devra aussi comporter d'autres clauses, comme les clauses de choix des incoterms. Ce n'est pas du tout la même chose de convenir d'un ex-works, qui est dans votre intérêt. Ex-works, c'est en fait, à partir du moment où vous avez produit à votre usine, l'acheteur choisit le transporteur et se voit transférer les risques au moment du chargement sur le moyen de transport mis à disposition par le transporteur au cul de votre quai de chargement à l'usine. À ce moment-là, c'est lui qui est responsable de tout le processus de dédouanement à l'export et à l'import. Si vous choisissez du CIF, Cost Insurance Freight, alors là, c'est différent. Vous allez devoir assumer le risque de transport jusqu'au pays et à la frontière. Je vous ai parlé de la Convention de Vienne. Est-ce que ce sont des clauses qui choisissent de l'appliquer, d'y déroger? Et puis, les clauses d'exclusivité vont généralement devoir être aménagées. Alors, on parle souvent de clauses d'exclusivité d'approvisionnement. Est-ce que vous allez imposer le même type d'approvisionnement exclusif? Est-ce qu'imposer, par exemple, un architecte français pour établir des plans, si celui-ci n'a pas de base et n'est pas déployé habituellement à l'étranger, est une bonne solution? C'est pas sûr. Est-ce que s'il est possible de sourcer du mobilier suivant vos normes localement à des tarifs beaucoup plus faibles, est-ce qu'il faut importer le mobilier, renchérir le coût d'investissement du franchisé local ou du sous-franchisé? C'est pas sûr. Donc là, les clauses d'exclusivité classiques de vos contrats français peuvent devoir être aménagées. Alors, dans la franchise internationale, un des gros sujets, c'est de se faire payer, hein. Donc, on dit parfois loin des yeux, loin du cœur. Pour les relations contractuelles internationales, c'est un peu le même adage que l'on pourrait transposer. Donc, c'est pas très réjouissant, mais vos débiteurs à l'international n'ignorent pas la complexité induite par le caractère international du contrat pour recouvrer les sommes d'argent. Vous avez vu ce système d'égréquature, ça rend les choses objectivement plus compliquées et plus longues. En conséquence, il est important de vous faire garantir
par des garanties soit personnelles, c'est un engagement de payer de quelqu'un, soit réel, une sûreté prise sur un actif, le paiement de vos garanties. Sauf que la plupart des garanties sont peu efficaces dans le domaine international. Il y a 2 garanties qui le sont réellement et qui sont très pratiquées. C'est la garantie bancaire à première demande. Donc la garantie bancaire à première demande, c'est un banquier, alors de préférence une banque de rang international ou une banque de votre pays, c'est l'idéal, qui s'engage à payer à première demande de votre part une somme d'argent dans une limite déterminée à l'avance, sans que vous n'ayez à justifier de quoi que ce soit. C'est-à-dire que la mise en œuvre de la garantie, si elle existe à raison d'une obligation, ne souffre aucune discussion quant à l'exécution ou à la non-exécution de cette obligation. Deuxième garantie, c'est le crédit documentaire. Alors, le crédit documentaire, c'est un engagement de payer d'un établissement bancaire sur présentation de documents qui prouvent que vous avez bien exporté les marchandises achetées, sans attendre qu'elles soient arrivées des douaniers, ou qui prouvent que vous avez exécuté une prestation de service convenue. Alors, je ne rentre pas dans le détail du régime parce qu'on pourrait y passer 1 heure. Hein. C'est un régime juridique assez complexe. Il y a pas mal de recours. Il y a plein de variantes du crédit documentaire, dont le crédit stand-by, qui est une ligne de crédit ouverte par une banque en fait et qui permet de le débloquer également en présentation d'un certain nombre de pièces. Des crédits documentaires rechargeables, etc. Mais tout cela, si vous voulez, ne concerne pas une présentation aussi générique. Ce qu'il faut retenir, c'est que sans l'anticipation de cela, notamment pour se faire couvrir d'encours de prix sur du crédit fournisseur lié à des ventes de marchandises, vous risquez d'avoir à un moment donné de la défaillance. Donc il est très important de négocier tout ça en amont de la conclusion des contrats et d'exiger à la signature des contrats la mise en place de l'ensemble de ces garanties. Alors ensuite, on est dans un environnement international, hein, donc une fois qu'on a fait tout ça, il faut faire attention à un certain nombre de choses. On n'est plus dans le contrat, là, mais on est dans des règles locales qui vont être applicables à des flux, qui vont être applicables à l'importation de marchandises, etc. Il y a au moins 3 corps de règles auxquels il faut faire très attention. Pour moi, c'est la réglementation d'échange, le droit douanier et le droit des investissements étrangers. La réglementation d'échange, c'est le fait que les banques, avant d'accepter d'exécuter des virements, vont regarder l'opération et vont voir si elle est licite par rapport à la réglementation d'échange. On ne connaît plus ça en Europe parce que les échanges sont libres. Mais essayez de rapatrier une redevance de licence de marque d'Algérie. Faites-le du Maroc, c'est un peu plus facile et ça marche mieux, mais vous allez voir que vous pouvez avoir de sérieux problèmes. Parce que ces États, comme beaucoup d'autres, ont des réglementations d'échange restrictives. Et donc, il importe de bien comprendre quels sont les mécanismes qui permettent d'obtenir l'effectivité des paiements de vos franchisés. Parfois, en fonction des réglementations d'échange, nous pouvons être amenés à modifier la définition des contreparties des redevances. Il y a des pays qui n'aiment vraiment pas du tout la propriété intellectuelle et industrielle, et il vaut mieux à ce moment-là mettre comme contrepartie l'assistance et les services rendus par le franchiseur. Ça permet à ce moment-là d'obtenir les virements des redevances. Deuxième sujet, le droit douanier et la réglementation au produit. Alors, est-ce que le produit est licite? Mais combien ça coûte de l'importer? Il y a des pays qui ont mis en place de véritables barrières douanières sur un certain nombre de pays. Donc, les droits de douane sont extrêmement onéreux. De fait, cela rend le modèle économique parfois inadapté. Donc, il y a un vrai sujet et ce qui peut amener l'enseigne à faire des arbitrages sur ce qui finalement ne sera pas importé, mais acheté localement ou produit localement. Préemption, je ne reviens pas dessus, on en a parlé tout à l'heure avec l'exemple des Émirats arabes unis qui ont un droit des investissements étrangers qui oblige les sociétés locales à être contrôlées par des nationaux, ce qui neutralise l'effet des droits de préemption. Bon voilà, alors on a parlé tout à l'heure un petit peu de ce qu'était la franchise internationale directe, la master. Tout ce que je viens de vous dire se retrouve dans un contrat de franchise directe ou dans un contrat de master à l'international. Mais dans un contrat de master en plus, on va introduire un plan de développement. Le plan de développement, c'est l'engagement du franchisé principal, donc du master franchisé, de réaliser un certain nombre d'ouvertures en propre ou en sous-franchise suivant un calendrier déterminé. Ce plan de développement est très important parce qu'il est la contrepartie de l'exclusivité que vous donnez sur un territoire
Et donc, il va vous permettre de vous assurer que le territoire il est effectivement exploité, qu'il y a un déploiement effectif. Maintenant, les plans de développement qui sont de belles promesses, s'il n'y a pas de vérification des moyens en amont, ça ne sert à rien. Rodolphe vous l'a dit, attention au profil. Il faut des gens qui aient les moyens financiers et managériaux de déployer. Donc souvent, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien que le master s'engage sur les moyens qu'il va affecter. C'est-à-dire qu'en plus du plan de développement, ils prennent l'obligation d'affecter des moyens déterminés au contrat. X personnes dédiées, X euros de budget affectés, éventuellement à telle dépense pour structurer le développement de l'enseigne localement. Le master franchisé, c'est lui qui va former les sous-franchisés. Donc, il va falloir décrire les modalités dans lesquelles se fait. Est-ce qu'il va être formé, il va devenir formateur de formateurs, est-ce qu'il y a un contrôle de sa propre formation? Donc là, on aura des clauses spécifiques. Le contrat de sous-franchise, il va falloir que vous puissiez vous assurer que le contrat de sous-franchise encadre suffisamment le respect de l'image de la marque, le respect du savoir-faire, permet sa reproduction et vous permet de maîtriser suffisamment le périmètre du réseau. Et en dernier lieu, que devient le sous-réseau en fin de contrat? Parce que vous-même, comme franchiseur principal, vous ne contractez pas avec les sous-franchisés. Vous n'avez donc pas de lien juridique avec eux. Et en fin de contrat, si vous n'avez rien prévu, le sous-réseau, il risque d'être perdu. Donc, il est important en fin de contrat d'organiser le sort du sous-réseau. Une des techniques possibles est d'organiser une cession des contrats à votre bénéfice, qui peut se faire à titre gratuit ou à titre onéreux, pour récupérer le sous-réseau et l'avoir en gestion directe. Ça permet aussi de libérer le master franchisé des risques qui seraient liés à un défaut d'exécution, puisque lui-même ne détiendrait plus de droit sur la marque et le savoir-faire lui permettant d'exécuter ces contrats. Voilà tout ce qu'on peut trouver dans un contrat de master à l'international, au-delà d'un contrat de franchise. Alors, vous avez une rubrique de chat qui est à votre disposition à droite pour nous poser toutes vos questions. On est à votre disposition avec Rodolphe pour y répondre. Je vois parmi l'auditoire des gens qui connaissent particulièrement bien l'international. Je vois par exemple que je salue Aline Renard-Wang qui développe un réseau d'écoles hôtelières à l'international. Je vois Pierre Cuisel aussi, qui a expérimenté lui-même le développement international. Nous sommes intervenus à ses côtés. Donc je vous salue également, Monsieur Cuisel. Voilà, alors Zenon nous dit merci pour ces infos. Encore une fois, à votre disposition. J'attends un petit peu avant de vous souhaiter un bon appétit, de voir si vous posez des questions. Non, il n'y en a pas. Eh bien, écoutez, alors intervenez-vous dans les DOM? Oui, on intervient dans les DOM. Alors, un point, hein, dans les DOM, il y a des règles qui peuvent être spécifiques, mais on reste avec un système de droit français, donc on n'est pas dans un contrat dit international, on reste dans un contrat national. En revanche, il y a des règles spécifiques, notamment la loi Lurel, qui est destinée à garantir l'effectivité de la concurrence dans les DOM, compte tenu de ce que l'autorité de la concurrence y constatait parfois. Donc il faut tenir compte des dispositions de la loi Lurel quand on rédige un contrat de franchise entre la métropole et les DOM. Donc voilà un point de spécificité. Oui, dans la Caraïbe, absolument, et également, absolument, sans aucune difficulté. Je peux même me déplacer dans la Caraïbe, mais je préfère y venir après la saison des ouragans, plutôt quand les alizés sont établis pour cingler un petit peu à la voile. Là, ça m'arrive de temps en temps l'hiver. C'est une chouette région pour ça. Voilà. Très bien. Mais écoutez, il me reste, s'il n'y a pas plus de questions, à vous remercier, ainsi que Rodolphe pour ses apports éclairants. Ça se voit peut-être pas, mais il y a beaucoup de soleil d'où Rodolphe vous parle, puisque Rodolphe ne fait pas que parler de l'international, il le pratique. Rodolphe vit en Espagne. Oui, c'est plus facile pour l'international. Voilà. Et moi-même, pour la petite histoire, j'ai commencé ma carrière en Côte d'Ivoire.
où je bossais pour Pricewaterhouse. Et après, j'ai bossé pour eux pendant 6 ans à partir de Paris pour structurer des investissements étrangers sur toute l'Afrique, francophone et anglophone. Donc, je connais aussi assez bien le contexte international. Et on a des membres de l'équipe qui ont aussi des expériences d'expatriation. Donc, ce qui nous permet de mesurer un petit peu la différence culturelle pour l'avoir bien pratiquée. Voilà. Très bonne journée à tous, merci beaucoup. On a été ravis de faire cette série de webinars qui s'achève et on espère que ça vous aura été utile. Et bien entendu, on est à votre disposition pour envisager individuellement chacun de vos projets. Excellente continuation et très bon développement. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.